toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV et dans ce numéro 34 de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 19 octobre. Vous connaissez la musique désormais tous les soirs. En 60 minutes, nous essayons de vous donner des clés de lecture, de décrypter ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Et comme d'habitude, nous le faisons en compagnie d'observateurs et d'acteurs nationaux et internationaux. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir dessus, la page Facebook de Média TV ou le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Hassan Al-Arafi. Vous êtes professeur de finances publiques à la faculté de droit de Rabat Agdel et vous êtes également ex-magistrat de la Cour des comptes. Abdelkader Boukhris, président de la commission fiscalité à la CGEM, les impôts, et on va en parler. Et Aboubacar Yacouba Barma, vous êtes journaliste au quotidien Les Échos. À partir de demain, les discussions autour du projet de la loi de finances 2016 vont commencer, soumises aux députés, puis à la Chambre des représentants avant d'être votées et adoptées avant fin décembre. Comment cette loi de finances est-elle conçue et votée? Quelles sont les parties prenantes? Quelles sont les principales propositions qu'elle comporte? Et surtout, quel impact sur nous, Marocains? Loi de finances 2016, enjeux et impact, c'est le titre de l'émission de ce soir. La loi de finances, un texte à fort impact socio-économique. Investissement, croissance, emploi, compensation, impôts, réduction des disparités sociales. Les mots-clés du projet de loi de finances 2016 interpellent tous les Marocains. Les Marocains qui comptent beaucoup sur le nouveau projet de loi. L'exécutif prévoit un taux de croissance de 3%, la réduction du déficit budgétaire à 3,5% et une maîtrise de l'inflation à hauteur de 1,7%. Deux mesures phares du projet de la loi de finances 2016, la consolidation de la cohésion sociale et la création des opportunités d'emploi. L'exécutif prévoit la création de 26 000 postes d'emploi, sans compter les postes générés par les investissements publics. Le grand projet national relatif au milieu rural sera mis en œuvre. Il devrait bénéficier à près de 12 millions de Marocains. Le projet de loi aborde également la garantie de la pérennité du fonds d'appui à la cohésion sociale. Il est question de généraliser le régime d'assistance médicale RAMED. Quant au budget de la santé, il passera de 8 milliards de dirhams en 2008 à 13,1 milliards de dirhams. Pour ce qui est des étudiants bénéficiaires d'une bourse, leur nombre atteindra 330 000 contre 182 000 en 2012 et 250 000 vont bénéficier d'une couverture médicale. Le projet de loi de finances comprend également des mesures fiscales. D'abord l'instauration de la TVA sur la marge, puis l'application du principe de remboursement de la TVA sur les investissements après les 36 mois d'exonération. En revanche, les modalités et les aménagements de la vision gouvernementale ne sont pas encore définis. Pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, une hausse de taux est prévue pour le porter à 35 ou 37%. Quant à la progressivité de l'IS, elle est fixée à 2 tranches avec comme barre de calcul les bénéfices annuels inférieurs ou supérieurs à 1 milliard de dirhams. Parmi les priorités de la loi de finances 2016, la poursuite de la réforme de la caisse de compensation après la réduction de 70% des dépenses entre 2012 et 2015. Sans oublier la réforme de la loi organique des finances et la reprise progressive des équilibres macroéconomiques. L'année 2016, c'est l'année de la mise en œuvre du projet de la régionalisation. Le fonds de solidarité interrégionale et le fonds de la qualification sociale seront créés. Pour ce qui est de la contribution financière allouée aux régions, elle devrait atteindre 4 milliards de dirhams et 10 milliards de dirhams à l'horizon 2020. Bien, messieurs, alors je vais faire appel à votre esprit de vulgarisation et de pédagogie aujourd'hui pour qu'on puisse essayer de comprendre d'abord à quoi sert cette loi de finances et quel impact ça va avoir sur les gens qui nous regardent et sur nous en tant que Marocains pour que, voilà, rentrer un peu dans les entrailles de cette loi de finances qui est essentielle et qui est votée chaque année. Alors, Hassan Al-Arafi, vous êtes professeur de finances publiques, qui de mieux que vous pour nous expliquer comment est votée cette loi? Alors, pour comprendre comment est votée cette loi, on a eu auparavant, dans les années précédentes, affaire à des retards dans la livraison, dans l'adoption de la loi de finances. Vous pensez que ça sera le cas cette année? Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Bon, le processus d'élaboration de la loi de finances, il est bien encadré aussi bien par la Constitution, par la loi organique des finances, notamment la nouvelle loi organique des finances qui vient d'entrer en vigueur en partie à travers la loi
organique 130-13. Le processus, je peux vous le décrire d'une manière nécessairement synthétique. Hein. Le processus est comme suit. D'abord, d'après la loi, donc c'est le ministère des Finances, il prépare ce qu'on appelle des documents de cadrage, qu'on les appelle le TAFT, le tableau des opérations de trésor, un cadrage de dépenses sectorielles. Ça, c'est la logique théorique, si vous voulez, mais la pratique, c'est autre chose. Hein. Et puis, par la suite, on essaie de consolider tous ces documents-là pour faire ressortir un cadre de dépenses à moyen terme. Bon, ça devrait commencer à partir du mois de février, en principe. Par la suite, le Conseil de gouvernement essaie d'adopter les orientations de gouvernement en matière de finances publiques et fiscalité, qu'on essaie de l'entériner à travers une note de cadrage, la lettre de cadrage, la fameuse lettre de cadrage de mise par le chef du gouvernement qui oriente sur les nouvelles dispositions en matière de loi de finances, etc. Et bien sûr, la Constitution, il prescrit que avant le 22 octobre, donc c'est pour demain. Voilà. Donc il faut qu'il dépose il faut qu'il dépose le projet de loi de finances au niveau du Parlement et à partir de cette date-là, il commence ce qu'on appelle les travaux de subside au niveau des commissions, la discussion, le débat, etc. Bon, tout ceci est bien décrit sur le plan process et budgétaire. Mais laissez-moi de vous dire une chose qui pourrait intéresser le citoyen. Bon, chose qui est un peu amère et qui n'est pas recevable jusqu'à l'heure actuelle, je présume que les finances publiques sont beaucoup plus importantes pour qu'ils soient l'apanage exclusif des initiés. Aujourd'hui, c'est un débat élitiste, alors qu'il retrace la politique chiffrée du gouvernement. Bon, c'est la politique chiffrée du gouvernement, c'est l'argent public. Il faut que tous les citoyens de différentes causes socio-professionnelles, professionnels qu'ils comprennent de quoi s'agit-il exactement en termes de chiffres. Ah bon, ça c'est au niveau... Alors, on va y revenir, mais quand vous entendez ça, quand on dit aux mains des élites, bon, une loi de finances, c'est forcément élitiste entre guillemets dans sa conception et dans sa rédaction et dans son adoption. Bonsoir d'abord. Moi, je pense que la loi de finances, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est entre les mains de l'élite. C'est vrai que la discussion se fait entre les mains de l'élite, mais sa préparation, son élaboration, elle émane, en tout cas en ce qui concerne la CGM, elle émane des opérateurs, puisque nous, au niveau de la CGM, nous avons un dispositif qui permet d'associer l'ensemble des fédérations sectorielles, l'ensemble des associations professionnelles, tout au long de l'année, puisque la loi de finances, elle démarre, je dirais, au 1er janvier. Oui. Donc, pour qu'on puisse arriver à quelque chose vers le mois de juin. Mais souvent, les mesures fiscales, on les ressent à N+1. Bien sûr, il y a toujours. Donc, sauf que comme le sujet est très technique, donc forcément, à un moment donné, il y a un décrochage qui se fait entre la préparation et l'élaboration et la discussion qui se fait avec les pouvoirs publics. Puisqu'avec les pouvoirs publics, malheureusement, la discussion est technique. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression des fois que c'est une discussion qui est réservée à une certaine élite. Mais je pense que en tout cas les opérateurs sont conscients et puis il faut dire que c'est un grand rendez-vous. La loi de finances est c'est le rendez-vous le plus important dans la vie d'une entreprise, puisque ça touche les impôts, et quand on touche les impôts, on attend avec impatience. Alors, la loi de finances, on a tout ce qui est rentrée d'argent, et puis on a tout ce qui est poste budgétaire et ventilation en fonction des différents ministères, des différents postes budgétaires. C'est-à-dire que là, j'aimerais bien faire la différence entre les deux. Alors, contribution, c'est la fiscalité, et les dépenses, c'est tout ce qui est dépenses. Je vous ai posé une question au début. On avait eu, au début du gouvernement Boumedienne, un retard dans la mise en application, la rédaction et l'adoption de la loi de finances. Est-ce qu'aujourd'hui on peut présupposer que ça sera voté à temps? Moi, je pense que oui. Comme le professeur l'a expliqué, le gouvernement est dans les temps. C'est vrai quand même, c'est... Oui, là, on est dans le temps. Le 20 octobre, donc ça serait déposé, donc le gouvernement est dans le temps. Il reste au Parlement maintenant 2 mois au courant de cette session budgétaire. Les 2 chambres du Parlement vont passer à l'examen pour qu'au plus tard, le 31 décembre, elle soit votée. Et je pense que les inquiétudes, c'est surtout par rapport à la validation du projet. Ça a été fait. C'est vrai, à chaque année au Maroc, c'est comme ça, on l'a vu en 2011 et 2012. Quand la préparation de la loi de finances coïncide avec des élections, il y a forcément
risque de retard. Mais quand même, cette année, ça a été fait. On est le 20 octobre et sera déposé. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure à la matière. Les discussions vont être compliquées cette année à la lecture de ce projet de loi de finances. Parce que je pense qu'il faudrait retenir, la loi de finances ne se limite pas uniquement aux dispositions fiscales. Oui. La loi de finances, c'est vraiment voilà. politique Donc, comme budgétaire. vous l'avez si bien rappelé, il y a des recettes, il y a des dépenses, et donc je pense que les discussions, en tout cas les débats, pour avoir assisté au débat au niveau de la commission des finances des deux chambres, le débat porte essentiellement sur les différents secteurs, puisque le ministre présente la loi de finances, et donc quand vous lisez la note de présentation qui fait quand même plusieurs centaines de pages, donc forcément il y a un débat qui se fait sur un certain nombre de points qui sont des signaux importants, parce que autant peut-être la fiscalité est un signal pour les opérateurs que nous sommes, autant les autres rubriques, aussi bien dépenses budgétaires que recettes, sont aussi des signaux pour le commun des mortels, parce que dans tous les pays du monde, on attend avec impatience l'orientation, parce que quelque part cette loi de finances, c'est quoi? C'est tout simplement l'orientation du gouvernement qu'il souhaite donner au cours de l'année qui suit pour essayer de réaliser ces objectifs. Je pose une question naïve. Est-ce que 1 an, c'est suffisant? À partir du moment où il y a une loi de finances qui est mise en place, avec ses différentes mesures, que ce soit des dépenses budgétaires, que ce soit les dispositions fiscales, est-ce que 1 an, c'est suffisant pour revenir sur l'impact que pourrait avoir la loi de finances de l'année d'avant? Moi, je vais dire 1 an, il n'est pas suffisant, il est nécessaire, parce qu'il faut bien, à un moment donné, mettre ça sur un axe de temps. 1 an, c'est nécessaire et c'est peut-être pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est l'exercice qui ne se fait pas. En tout cas, en matière de dispositions fiscales, ce qui ne se fait pas, c'est on ne fait pas d'évaluation des dispositions de l'année dernière pour dire voilà, on a introduit telle disposition, qu'est-ce qu'elle a donné, on fait une petite évaluation, on peut se tromper, je dirais. Le gouvernement, il est là pour donner des orientations, mais il peut aussi se tromper, et donc on ne fait pas d'évaluation réel. Stricto sensu. On a l'impression qu'on avance et on ne s'arrête pas. Je pense que c'est une très bonne occasion qu'on se rappelle d'une chose extrêmement importante, c'est que cette loi de finances, c'est la première loi de finances qui coïncide avec l'entrée en vigueur et l'adoption de la nouvelle réforme de la loi organique des finances. Alors, il y a la loi de finances et il y a la loi organique des finances. La loi organique des finances, si vous voulez, c'est le prolongement de dispositions financières qui sont insérées dans la Constitution. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la Constitution financière. Parce que c'est une loi organique, qui éclate certaines dispositions constitutionnelles. Et il faudrait que son adoption, c'est une vraie réforme dans la gestion des deniers publics. En réponse à votre question, par exemple, c'est parce que parmi les axes majeurs de cette réforme, parce que depuis toujours, on était enclavé dans le moule de long terme. La loi de finances, ce sont des lois de finances jumelles. Ce qu'on fait cette année, on le reconduit l'année après avec des petites corrections de 5% en fonction du PIB, etc. Aujourd'hui, on a dit il faut arrêter. On peut pas voir demain avec les yeux d'hier. Donc, il faut avoir une réflexion stratégique sur les données publiques. Et je pense que l'article 77 de la Constitution, il est clair, dans la mesure où il lie les dépenses d'investissement au plan stratégique du gouvernement. Donc c'est-à-dire qu'on ne se projette pas 1 an, on se projette sur plusieurs années. Voilà. Alors maintenant, ce qui va se passer, la procédure, désormais, et que les citoyens doivent s'y insérer, c'est que, d'abord, il faut que l'État soit un État stratège. C'est-à-dire un État qui a un plan de développement ou des plans stratégiques de développement, qui les décline sous forme des cadrages. Bon, on a par exemple, je vous dis une chose. Aujourd'hui, le terme politique publique, qu'on le trouve dans l'article 103, 101 de la Constitution, où est sa définition? Nulle part. Comment décliner le programme, la politique générale du gouvernement en orientation, en mission, en politique publique, les politiques publiques en programme, les programmes en budget. Et donc, la pluriannualité s'impose. Et c'est parmi les grandes réformes qui ont été introduites par la loi organique des finances. Comment? C'est-à-dire que ce n'est pas un budget. Désormais, le gouvernement devrait rapporter un budget triennal. Un budget qui n'est pas un budget juridique. Il dit, bon, voilà ma vision dans les 3 années prochaines.
Et ça doit être pris en considération chaque année. Et la loi de finances, suivant une programmation glissante, la loi de finances, on ne va pas raisonner, par exemple, budget pluriannuel 2016-2018, mais on va dire 2016-2017, 2017-2018. Mais ceci sous-tend un prérequis extrêmement important. Qui est la loi de règlement. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. La loi de règlement, ça existe en France aussi. Je vais vous poser la question de manière claire aussi. Cette loi de règlement fait finalement un bilan. Si je devais faire un parallèle avec une entreprise, c'est quoi? C'est le bilan de l'exercice comptable de l'année écoulée. On vérifie que tout s'est passé suivant les plans qu'on avait faits. Et à partir du moment où la loi de règlement est sortie, on peut émettre la loi de finances. Parce que sur cette loi de règlement, ce qu'il faut retenir, c'est que historiquement, autant les recettes qui sont budgétisées sont réalisées, autant les dépenses sont rarement réalisées. Pourquoi? Parce que quand on prend par exemple le budget d'investissement de l'État qui est prévu, souvent il est réalisé à 60% ou 70%. On a vu il y a 2 ans ou il y a 3 ans, rappelez-vous, où il y avait 15 milliards, et il y a toute une polémique sur 15 milliards, et il a fallu, à un moment donné, faire une correction dans le budget de 15 milliards. C'est quoi ces 15 milliards? C'était tout simplement, c'était un budget qui était prévu et qu'on n'a pas... Une amputation. Et voilà, une amputation. Donc, on n'a pas... Donc, et c'est la même chose en termes des autres dépenses. Moi, j'ai donné bon, probablement la seule dépense qui est réalisée à 100%, c'est les dépenses de fonctionnement, parce que, et notamment, oui, notamment les dépenses concernant me dire qu'on ne dépense pas tout l'argent qu'on a prévu? En fait, ce n'est pas question de dépenser tout l'argent parce que la loi des finances, encore, comme ils ont dit, c'est des prévisions. Il y a des prévisions sur, même quand c'était l'ancienne loi où c'était sur des années, sur une année, mais il y a des programmes établis pour plusieurs années. Donc, dans ce cas, forcément, il y a ce qu'on mesure, qu'on appelle le taux d'exécution, qui permet, en fonction de l'autorisation reçue par le gouvernement, puisque, en fait, c'est ça la loi de finances. C'est pour ça que la loi de finances n'est pas que seulement le budget. Dans la première partie de la loi de finances, il y a des autorisations de dépenses, de nouvelles décisions et tout. Et à chaque mois, à chaque année, il y a ce qu'on appelle la mesure du taux d'exécution, qui permet de savoir, par rapport à ça, par rapport à ces recettes, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Ça se fait à quel moment, ça? Bon, pour expliquer aux citoyens d'une manière simple et non simpliste. Hein. D'abord, le problème, comme mon collègue l'avait soulevé, notre problème, c'est qu'il n'y avait pas une reddition de comptes systématique sur ce que nous avons exécuté. Si on revient à la Constitution, à la loi organique, qu'est-ce qu'il dit au gouvernement? C'est qu'il doit déposer le règlement dans son budget dans la pénultième année. C'est-à-dire, si nous sommes en 2017, le Parlement ne doit pas voter la loi de finances de 2017 s'il n'a pas le règlement de budget de 2014. Chose qu'on ne respecte pas jusqu'à l'heure actuelle, malheureusement. Et donc, on n'arrive pas à mettre le lien entre ce que nous avons exécuté réellement. Pour la loi de finances 2016, on serait censé on devrait d'abord, parce que pour que le Parlement ait la visibilité nécessaire, parce que nous sommes dans une situation d'asymétrie informationnelle. On demande aux députés de voter quelque chose qui n'a pas d'historique. C'est-à-dire que la loi de finances, c'est une loi de finances qui a l'apparence d'être isolée, orpheline. Vous êtes d'accord avec ça, c'est Bourkès? Non, c'est important de mettre le doigt là-dessus, non mais c'est vrai. Non, je pense que les propos de mon collègue sont tout à fait à leur place, parce que je crois que ce qu'il a rappelé à juste titre, c'est cette notion de loi organique qui est très importante et qui est venue avec un certain nombre de règles. La seule chose, ce qui est regrettable, c'est que cette loi organique ne sera applicable qu'en 2017 ou en 2018, au mieux. Hein, au mieux. Donc ça veut dire que Monsieur le professeur, il nous rappelle à juste titre un certain nombre de règles, mais que ça reste de la théorie. Nous, aujourd'hui, on est dans la pratique, et malheureusement, dans la pratique, on continue de fonctionner. Il y a la loi organique qui a été certaines choses ont été votées, certaines choses vont être encore, je dirais, complétées et ne sera réellement mise en œuvre qu'en 2017 ou 2018. Donc aujourd'hui, dans la pratique, on continue de fonctionner je dirais, à l'ancienne, excusez-moi, à l'ancienne méthode, où on n'a pas de compte à rendre sur les taux d'exécution. Je dirais, on n'a pas de compte à rendre sur les taux d'exécution, malheureusement. Alors, il y a quelque chose qui est important. Oui, c'est là, je voulais juste poser la question. Je veux poser une question. Allez-y, posez à moi, allez-y. Est-ce que les citoyens savent comment l'État rend compte? Ça, c'est une question. Bon, ça, c'est une grande question. Ça fera l'objet d'une autre émission. On des politiques sur le plateau, vous inquiétez pas. On sait comment une entreprise rend compte. On sait comment un épicier rend compte. C'est un bilan le 31 mars. L'essentiel, un bilan. Mais le citoyen, et pour votre information, moi, je viens de lire un rapport, le rapport de Open Budget de 2015, qui vient de publier des informations qui ne sont pas honorables pour le Maroc.
c'est que le Maroc, il est classé 64e parmi 100 pays dans la transparence financière. Pourquoi? Les comptes publics. Oui, c'est-à-dire qu'il considère que l'État n'est pas suffisamment transparent dans l'émission de ces informations. Vous savez qu'il est classé 38e. Il a 38 sur 100 comme moyenne. C'est-à-dire que c'est un mauvais élève en matière de transparence. Bon, un séjour, quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que monsieur, vous avez cherché l'information, vous ne l'avez pas trouvée? Je dis, ce n'est pas la bonne question. Est-ce que l'information, elle est accessible? Est-ce qu'elle est intelligible? Tout le monde peut la comprendre. Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce qu'elle est sincère? Et pour votre information, c'est que pourquoi on a mal classé le Maroc et que cette moyenne n'a pas évolué depuis 2012 jusqu'à l'heure actuelle. Le rapport, il est publié, il existe sur le net de Open Budget. Il dit que, d'abord, ceci est imputable au niveau de participation du public au processus budgétaire. C'est pour cela que... Alors, je m'arrête là-dessus. Je rassure tout le monde, on va aller parce que j'ai des questions sur Twitter. Les gens nous posent des questions sur la fiscalité, ce qui va changer. Dans la deuxième partie de l'émission, on ira vraiment dans les propositions que la CGM a posées et sur les différentes... Et on rappelle encore une fois que c'est une proposition de loi de finances. C'est-à-dire tout ce qui a été lu dans les médias, ce sont des propositions qui vont être discutées à partir de demain. C'est un projet, on dit bien. Alors là, comment on fait de la participation, de quelle manière on fait de la consultation des citoyens dans un projet de loi de finances? Aujourd'hui, la Constitution, elle est claire. L'article 14, l'article 15 de la Constitution, il confère à la société civile des prérogatives inédites, comme une force de décision, pas uniquement... Alors, pourquoi on est mal classé? Parce qu'on voit que la Constitution... CGM, c'est la société civile? Non, ça représente... Il fait partie. Voilà. C'est un partenaire social. C'est des partenaires sociaux. En fait, là, c'est un autre débat parce que par rapport à la loi de finances, même si la Constitution reconnaît au Parlement d'y participer et tout, mais c'est justement la partie technique, mais c'est un document de travail. La préparation repose au gouvernement. Donc, la participation citoyenne se fera peut-être si on laisse le Parlement, comme la loi organique des finances, si on laisse le Parlement s'impliquer davantage dans cette préparation. On le fait. On sait qu'on le fait à travers le processus des amendements et tout. C'était un peu fermé jusque-là, mais on peut avoir une plus grande ouverture parce que je ne crois pas que ça ne peut pas retarder les choses si on laisse la société civile intégrer le processus de sa préparation. J'essaie juste de voir concrètement comment on fait. CGM là, on a les associations professionnelles. La CGM, par exemple, participe depuis mars. Il y a même des comités du gouvernement. Comme M. Bokis vient de le dire, il participe à l'élaboration à travers la discussion. Vous dites les citoyens. Oui, parce que en parallèle avec la loi de finances, il y a une autre loi, deux lois qui sont déposées au Parlement. C'est la loi 64, c'est la loi 14 sur la présentation des pétitions, l'exercice du droit de pétition des citoyens et des associations. Et il y a une autre loi sur les motions législatives. Demain, la société civile, elle a le droit de présenter une pétition à insérer dans la loi de finances. Mais malheureusement, monsieur le professeur, c'est que ces choses-là, ils ne sont pas là. Ces outils-là, aujourd'hui, on les a pas. On devrait plaider pour qu'ils soient là. On devrait les avoir. Nous, on souhaite que ces outils-là, ces textes de loi qui sont dans les tiroirs aujourd'hui. Ils sont en projet, en état de projet. Voilà, il faut qu'ils sortent, qu'ils voient le jour, parce que nous... J'ai des chiffres qui sont alarmants. Mais vous avez bien fait de venir, vous allez nous faire peur ce soir. Sont alarmants. Nous avons une moyenne de 2 sur 100 sur le degré de participation des citoyens dans le processus budgétaire. Nous avons une moyenne de 21 sur 100 pour la participation effective de nos parlementaires dans le processus budgétaire. Pour votre information, qu'est-ce qu'ils votent les parlementaires aujourd'hui? Le budget, essayons de le diviser en 3. Il y a 30% qui va pour la dette, il y a les 30% qui va pour les charges obligatoires, des charges non discrétionnaires, c'est-à-dire le personnel, le matériel, ce qu'on appelle les matériels divers, etc. Qu'est-ce qu'il reste? Le budget d'investissement. Il y a une partie qui a été déjà votée dans l'année passée. Moi, j'ai fait une petite simulation, j'ai trouvé que la marge de manœuvre des parlementaires, abstraction faite de mesures fiscales, ne dépasse pas 5%. 5% du budget global? Du budget global. Donc, il faut changer la logique de discussion. Et la recette fiscale, elle est quand même honnête. Bon, je sais que le budget aujourd'hui, il est de 364 milliards. C'est la TVA civière. On va en parler. En tout cas, le budget général aujourd'hui, il est de 364 milliards. Et c'est vrai que la recette fiscale aujourd'hui, elle avoisine les 200 milliards, 180 ou 200 milliards. Donc ça veut dire que les parlementaires
discute quand même sur un budget, puisque la recette fiscale, cette année, je ne sais pas à combien elle sera, mais elle sera probablement 185 ou 190 millions. Boubacar, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que, bien, même si c'est important, la fiscalité, le volet fiscal, et je crois que le débat sur les autres points est tout aussi intéressant. Surtout quand on se rappelle là, le processus d'élaboration de la loi de finances, là, son dépôt au niveau du Parlement, c'est plus sur des contingences, des intérêts politiques, des considérations politiques, mais aussi au fond, plusieurs fois au Parlement, certaines mesures ont sauté, à travers notamment le lobbying de la CGM, le lobbying de certaines fédérations sectorielles. Le gouvernement essaie à chaque fois de porter des amendements jusqu'à la fin du vote de la loi. Et c'est là, pratiquement, que la partie se joue. Là, c'est la version du gouvernement, c'est le projet qui a été présenté, la vision du gouvernement. Quand aujourd'hui le gouvernement dit qu'il va faire un taux de croissance de 3%, c'est que des prévisions en fonction de la conjoncture et tout. Alors c'est moins optimiste que le FMI qui tape sur 5%. Hein. Donc on part déjà sur... C'est des objectifs. En fait, c'est ça la question par rapport à ces chiffres. On peut rappeler beaucoup de chiffres, mais je crois que cette question a été tranchée. Le gouvernement, c'est plus des prévisions, des objectifs plutôt. Ces objectifs, il veut faire 3% en tenant compte de la conjoncture internationale, de la conjoncture nationale. Mais est-ce que ça, on va le débattre pour dire que non, ou bien le pétrole à $61, je crois, tout ça, ça apparaît dans le processus, mais je crois qu'au fond, c'est des débats politiques maintenant qui vont commencer. Et c'est justement pourquoi c'est une loi, la loi de finances. C'est un projet de loi politique, c'est ça? Oui, la loi de finances, c'est un projet politique avant tout. Quels ont été les impératifs qui ont été pris en compte dans cette loi de finances 2016? On a la régionalisation, on a les réformes structurelles qui doivent être mises en place. Quels sont les gros pavés qui ont orienté finalement la loi de finances? Je pense que le sujet est essentiel, c'est l'investissement. Je pense que le gouvernement cherche à maintenir un niveau d'investissement important. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que cette année, il y aurait 183 milliards. Ça, c'est le public. Voilà, c'est ça, public. Non, je parle de l'investissement public, hein, donc 185 milliards ou 189 milliards. Donc on est dans ces eaux-là, donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a tout le volet social. Je crois que c'est un chantier que le gouvernement compte finaliser, puisqu'il a été commencé depuis quelques années, l'histoire du RAMED, l'histoire d'un certain nombre de chantiers. Par contre, il y a des chantiers qu'il n'a pas intégrés, notamment la réforme de la retraite, qui est quelque chose de très important, qui va probablement coûter aussi de l'argent et qui n'a pas, et nous regrettons que cette réforme, nous la voyions pas dans le pipe. Puisque l'année dernière, on avait, rappelez-vous, il y avait un chantier qui a été introduit, c'était l'IPE, l'indemnité de perte d'emploi, c'est-à-dire le chômage, qui a été introduit. Donc le budget a été introduit dans la loi de finances dernière. Donc aujourd'hui, les orientations, voilà, les orientations, c'est l'investissement, c'est l'emploi, sauf que sur l'emploi, honnêtement, on s'aperçoit qu'il prévoit 26 000 emplois, donc au niveau du secteur public. Sur la partie fonctionnement, apparemment, je pense qu'on est toujours à plus 5% ou plus 3%, par des mécaniques qu'ils arriveront toujours à expliquer, mais je dirais c'est les principales. Hein. Monsieur le professeur tout à l'heure le rappelait à juste titre. Hein. Donc il y a l'impact de la régionalisation dans la rédaction de la loi de finances. Je pense qu'ils avaient prévu à peu près 10 milliards à mon avis qui devaient. D'abord, avec la réforme de la régionalisation, il y a une donne qui, pourvue d'une importance exceptionnelle, qu'il faut l'afficher en public. C'est que cette régionalisation ne va pas permettre une augmentation des ressources accessibles aux régions qu'à concurrence de 15%. Donc, combien on a rajouté de 15%. Non, à concurrence de 15%, avec une augmentation de 5%, parce que les régions s'accaparaient avant de 10% des ressources de l'État. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses des régions. On a basculé, on a transféré certaines compétences qui étaient intrinsèques à l'État. Aujourd'hui, ils sont imputables à la région. Aujourd'hui, il y a un grand problème qu'il faut résoudre d'une manière urgente. La régionalisation, la décentralisation n'ont aucun sens sans que le gouvernement accélère le processus de l'émission de la charte sur la déconcentration. Parce que lorsqu'on va décider sur la chose publique sur le territoire, il y a la région qui va prendre des décisions. Il y a le conseil provincial, il y a la commune. Ils devront collaborer avec les entités qui représentent l'État au niveau du territoire. Ils ont des tâches, ils n'ont pas de moyens. Toutes les décisions se font à Rabat. Et donc aujourd'hui, au niveau de la loi de finances, la charte de déconcentration devrait déléguer des moyens financiers et des pouvoirs financiers
important à leurs représentants au niveau de territoire. Et dans ce cas-là, je pourrais discuter avec vous la régionalisation. Mais à l'heure actuelle, on est dans la théorie. Voilà, je pense que ça fait partie aussi des sujets qui sont Professeur, dans vous la... nous donnerez une note tout à l'heure. de Vous la avez théorie. déjà 2 ou 3 notes. On fait une petite pause et on revient juste après. On parlera des différentes propositions qu'il y a dans cette nouvelle loi de finances. 60 minutes pour comprendre, il nous en reste 30 minutes pour mieux comprendre la loi de finances, à quoi elle sert. On a bien compris le processus, je pense, par quel cheminement passe la loi de finances, ses insuffisances, d'après vous, professeur, les différentes notes que vous avez données. On va essayer maintenant de comprendre et d'aller à travers les différentes propositions que vont contenir cette loi de finances. Alors au niveau de la CGEM, quelles sont les grandes orientations que vous avez prises, puisque la CGEM, partenaire social, patronat, entreprise, vous avez des doléances, vous avez les remontées des différents secteurs d'activité. Finalement, vous, quelles sont les principales propositions que vous avez formulées? Si vous permettez, tout à l'heure, j'ai rappelé qu'on avait le processus par rapport aux fédérations sectorielles. Et je voudrais quand même rappeler aussi nos inspirations par rapport à la construction de ces propositions. Premièrement, notre principale inspiration, c'est le discours royal du 20 août 2014, dans lequel Sa Majesté rappelait à juste titre qu'il faut de l'audace pour engager des réformes, et notamment les réformes de la fiscalité et de la retraite. Je pense que ça, pour nous, c'est très important. La deuxième inspiration, c'est la lettre de cadrage qui est faite par le chef de gouvernement et qui a été publiée début septembre ou au cours du mois d'août, je pense, qui normalement a pris du retard. Tout à l'heure, on parlait du processus. Elle est sortie le 6 Pardon, août. le 6 août, voilà, exactement. On disait tout à l'heure le processus, il a pris du retard parce que la lettre de cadrage, si on devait, je dirais, revenir au calendrier, elle devait venir fin juin, début juillet en principe. Donc elle avait un mois de retard. Donc pour nous, c'est la deuxième source pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de scruter dans cette lettre de cadrage quels sont les signaux qui sont donnés par le gouvernement à travers la primature pour voir un peu quelles sont les orientations. Et on a essayé de saisir quelques signaux. La troisième source pour nous, c'est nous avons fait une étude de compétitivité au niveau de la CGEM et nous avons essayé de retenir les recommandations de la fiscalité, donc qui sont liées au volet fiscal, puisque la compétitivité touche beaucoup de choses. Et donc on a essayé Et puis dernière chose, on ne peut pas s'écarter des recommandations des assises de la fiscalité de 2013. Donc c'est très important, où il y a eu quand même une grande messe dans laquelle il y a eu tous les opérateurs, les acteurs qu'on attendait depuis longtemps. Pardon, et qu'on attendait. Donc chaque année, on essaie de nous faire comprendre que c'est très difficile et tout ça. Bon, chaque année, on introduit des petites mesures concernant les recommandations. Donc on attend, nous, on essaye de rester dans ce sens. D'où, pour nous, les propositions. Alors, les propositions, pour nous, elles sont structurées autour des axes les plus importants. D'abord, on a des mesures budgétaires, on a des mesures non budgétaires. Parce que nous sommes conscients qu'on ne peut pas aller que vers des mesures budgétaires. Il y a aussi des mesures non budgétaires. Le simple fait de réaménager, par exemple, le dispositif du contrôle fiscal, c'est quelque chose de très important. Le fait de clarifier un certain nombre de dispositions fiscales, c'est très important pour nous. C'est des mesures non budgétaires. Et nous avons les mesures budgétaires. Dans les mesures budgétaires, forcément, nous allons vers la TVA, nous allons vers l'IS et vers les droits d'enregistrement et un certain nombre je dirais, l'IR et un certain nombre d'impôts. Sur la TVA, la priorité pour nous, c'est que cette TVA doit être neutre. Ça, c'est une priorité. Alors, stop. Juste pour qu'on explique bien. Parce que, sauf à part les chefs d'entreprise, que ce soit PME, grande entreprise, sur la TVA, il y a très peu de gens qui remplissent des déclarations de TVA. Bon, à part les gens qui la payent lorsqu'on va acheter, va faire ses courses, qu'on achète un bien, un équipement, un voyage, etc. Donc, il y a déjà eu un processus de neutralisation de la TVA avec le décalage qui existait avant entre le mois où on payait, on déclarait, on payait. Là, déjà, ça a été fait au niveau des entreprises. C'est un archaïsme qu'on a traîné pendant quelques décennies. Là, aujourd'hui, la mesure sur la TVA, on parle des remboursements de crédits de TVA. Vous expliquez clairement aux gens qui nous regardent on a différents taux de TVA, c'est ça? Non. Alors aujourd'hui, dans notre dispositif de la TVA, on a plusieurs taux. On a le taux de 5%, on a le taux de 10%, on a le taux de 14%, on a le taux de 20%, et puis on a le taux de 0%, puisqu'il y a des produits qui sont hors champ de TVA. Donc c'est un taux 0. Donc on se retrouve avec 5 taux. Et quand vous êtes dans une économie à plusieurs taux, donc forcément vous avez des intrants à certains taux et vous avez un chiffre d'affaires à un autre taux. Et donc on crée à un moment donné, pour peu que vous achetez à 20% et que vous vendez à 7% ou en exonéré, vous vous retrouvez avec une TVA en amont qui n'est pas récupérable.
et qui est censé être remboursable. Pourquoi remboursable? Parce que c'est ça le principe de la neutralité de la TVA. C'est que quand moi je dois de l'argent, quand moi je dois de la TVA au Trésor, je fais mon chèque et je paye ma TVA. Quand je suis en crédit TVA, il faut que l'État me rembourse. Sous d'autres cieux, c'est un droit, c'est une obligation de rembourser. Donc ça, c'est ça, pour nous, on dit il faut que la TVA soit neutre pour l'opérateur que nous sommes. Ça, c'est très important. Alors, il y a eu un processus. Mais ça, c'est l'essence même, c'est l'ADN de la TVA, c'est-à-dire fiscalement. Je ne suis pas fiscaliste. Sauf que la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que depuis l'introduction d'un dispositif de remboursement de TVA qui a été introduit par la loi de finances 2014, et puis donc ça a été complété par un décret en 2015, donc aujourd'hui, on a donné la possibilité à certains opérateurs de se faire rembourser la TVA avec des conditions qui sont un peu draconiennes à notre sens et des procédures qui sont un peu lourdes, ce qui a découragé beaucoup d'opérateurs. Bref, on a des opérateurs qui ont déposé des déclarations. Et puis nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit, tout à l'heure on parlait de transparence, et à juste titre, nous on dit aujourd'hui on veut de la transparence. On veut tout simplement qu'on nous dise, voilà, il y a 100 opérateurs, il y a 200 opérateurs qui ont déposé leur déclaration, on a remboursé 20, il nous reste X, on a remboursé 5 milliards, il nous reste 1 milliard, on a remboursé. Donc, malheureusement, ces informations, nous ne les avons pas. D'où, dans notre proposition, nous demandons à ce qu'on mette en place un espèce de suivi pour essayer de donner de la visibilité. Parce que sans visibilité, vous ne pouvez pas y aller. Professeur Larafi. Moi, je veux m'inscrire à une autre logique pour faire comprendre aux citoyens comment ça se passe comment devrait se passer la discussion au niveau de la loi de finances en matière des recettes fiscales. Supposons que nous avons 100 dirhams. D'où nous avons 700 dirhams. Il y a 30,4, d'après les chiffres de la loi de finances 2015, vient de la TVA. Et 13 dirhams,3 vient de ce qu'on appelle les axes, les taxes intérieures de consommation. Les deux, ils présentent ce qu'on appelle la fiscalité de consommation. Qui la paye? C'est le citoyen. Il n'a pas le droit de se faire rembourser. Et donc, la dernière coûte de la cascade financière. Et donc, c'est lui qui devrait supporter. Ici, les entreprises, ils jouent uniquement le rôle de l'intermédiaire. C'est-à-dire, elles travaillent pour le compte de l'État. L'entreprise collecte de la TVA. Voilà. Sauf les sociétés de services, parce que les sociétés de services, ça se tue sur le champ, la TVA. Au niveau de l'IS, c'est-à-dire les opérateurs, ils contribuent presque à 23 dirhams. Et dans ces 23 dirhams, nous avons 2% des sociétés marocaines, ce sont les chiffres de la DGI. Ils payent 80% des recettes de l'IS. Ce sont les banquiers et le secteur d'assurance. Avec un taux qui est... Pour expliquer encore une fois que 2%, finalement, l'IS, on le paye sur des bénéfices. Ah oui. Voilà, l'IS, on les paye sur des bénéfices. Donc il y a seulement 2% des entreprises qui payent la majorité, en gros, un peu plus de 2% d'entreprises qui déclarent des bénéfices. Non, 61% des entreprises, d'après les déclarations officielles, ils sont publiés sur le net, que 61% des sociétés et des entreprises marocaines, ils déclarent une situation déficitaire. Oui, c'est ça. Bon. Voilà, déficitaire. Oui, non, je pense que c'est quand même des chiffres qui sont alarmants. Je crois qu'il faut se poser la question, pourquoi on est dans une situation de déficit chronique? Pourquoi on n'a que 2%? Je crois que c'est des chiffres qui existent déjà depuis au moins 10 ans. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics se posent cette question et qu'ils essayent d'y remédier. Nous, on le sait de toute façon. C'est quoi aujourd'hui? C'est que les entreprises, il y a une telle pléthore d'impôts, de taxes parafiscales, de taxes locales, de taxes de TIC. Donc il y a une telle je comprends pas, quand on parle d'impôt, on fait toujours ça. L'impôt, ça vient de l'imposture. Moi, je crois que le problème de la fiscalité, c'est vrai, c'est important dans la loi de finances, mais il n'y a pas que ça. Par rapport à la fiscalité, c'est vrai. En fait, non, mais là, j'aimerais qu'on fasse un point vraiment sur la fiscalité. Oui, il y a un problème de la fiscalité. En fait, à chaque année, quand il y a la loi de finances, depuis 2013, depuis les assises de la fiscalité, les gens s'attendent, surtout les opérateurs, à un grand chamboulement. Vraiment ce qu'on appelle une réforme. Mais je crois qu'il y a la nécessité de faire des réformes, et que ce soit au niveau des politiques, au niveau du gouvernement, au niveau des opérateurs. Le Maroc a traîné des boulets par rapport à son histoire fiscale depuis des années à travers les incitations, puisque tout ce qui a été fait jusque-là depuis des dizaines d'années, mais que maintenant, il y a consensus qu'il faut une réforme fiscale. Mais comment?
C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qui doit piloter la réforme? On va dire les choses telles qu'elles sont. On le sait, notre pays, on a des entreprises qui sont structurées, qui sont à peu près transparentes pour beaucoup d'entre elles. Certaines sont extrêmement transparentes, celles cotées en bourse le sont par définition. Et puis, il y a tout le côté informel. Et là, j'ai une question d'un tweet, j'attends depuis tout à l'heure pour la poser. Quelles sont les mesures prises pour élargir l'assiette fiscale? Est-ce que dans ce projet de loi de finances, on pense à élargir l'assiette fiscale? Moi, je voudrais juste dire un mot. Oui. Je voudrais dire un mot sur l'histoire de l'informel. Un mot. Parce que l'informel, je ne pense pas qu'il faut lier l'informel à la fiscalité. C'est vrai que la fiscalité, Ce sont des gens qui ne payent pas d'impôts. Voilà. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas non plus guérir l'informel par la fiscalité uniquement. On peut contribuer par la fiscalité. Le levier fiscal, comme je dis toujours, est nécessaire mais pas suffisant, mais il ne faut pas systématiquement lier l'informel à la fiscalité. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, moi, opérateur, je suis pénalisé par rapport à l'informel, parce que moi, je dirais, je paye mes impôts. Par contre, les gens qui sont dans l'informel ne payent pas leurs impôts. Mais si nous voulons ramener l'informel vers le formel, il faudrait qu'on se pose avec tous les acteurs. Il y a le côté social, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a les différents secteurs, donc pour qu'on puisse vraiment poser la problématique. Parce qu'il ne faut pas à chaque fois lier l'informel à la fiscalité. Je pense qu'il faut demander plus à l'impôt que demander aux contribuables. Je souscris entièrement à ce que vous dites, c'est qu'il faut élargir ou réaménager la matière imposable. C'est ça l'effort que devrait faire le gouvernement. Au lieu de demander de tabler sur des augmentations des taux d'imposition, il faut élargir. Il y a des gens qui payent, il y a des gens qui ne payent pas. Ça veut rien dire aujourd'hui qu'on trouve un petit instituteur excentré quelque part au Maroc qui paye l'impôt à la place de quelqu'un qui exporte la fraise et la framboise. Moi, j'étais tout à fait d'accord pour l'introduction de la fiscalité agricole pour qu'il ne soit pas toujours exonéré. Vous gagnez de l'argent, vous payez. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand effort en matière de rentabilité et d'équité fiscale. Ce sont une combinaison qu'il faut bien réaliser pour dire que nous avons une fiscalité qui respecte le citoyen, une fiscalité qui respecte les droits de l'homme. Les chiffres qu'on vient, qui paye l'impôt au Maroc, qui paye l'impôt, une grande partie, c'est le consommateur, c'est le citoyen. Les entreprises n'ont pas une grande contribution dans le fiscal. Je crois que quand vous payez de l'IS, quand vous payez la taxe professionnelle, quand vous payez l'éthique, quand vous payez les droits d'enregistrement et tout ça, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est le consommateur. Tout à l'heure, vous avez quand même cité, vous avez dit que 30% de la TVA est supportée par le consommateur. Forcément, elle est supportée par le consommateur, mais il y a une grande partie qui est supportée par l'opérateur. Oui, parce que du fait qu'on n'a pas cette neutralité de TVA, il faut savoir qu'il y a une grande partie que l'opérateur paye et qui garde dans ses comptes en matière de crédit de TVA, ce qu'on appelle le butoir. Et vous savez qu'à un moment donné, on disait que le butoir représentait quelque chose autour de 12 à 14 milliards de dirhams. 12 à 14 milliards de dirhams. Donc ça veut dire que c'est de la TVA qui est en train de mourir dans les comptes des entreprises. Moi, je veux revenir justement par rapport à cette question de l'informel. Parce que, comme l'a dit M. Boukri, ce n'est pas seulement en déclarant les sociétés, les intégrer dans le formel, qu'on va élargir l'assiette fiscale. Parce que sinon, on peut donner le NIF, le numéro fiscal aux PME, aux TPE même. Mais ils vont se déclarer déficitaires et puis on va se retrouver dans la même situation, même sur le paiement de l'IS. Je crois que ça, c'est des mesures qui... C'est justement ça le problème. C'est comme la réforme de l'impôt sur le revenu cette année. Ça ne touche pas que les entreprises, mais il y a des réticences partout. L'État, dans une seule loi de finances, on ne peut pas venir bousculer tout. Ça, c'est le résultat d'années de bien revenir sur les mesures de l'imposition, parce que là, le temps passe et on n'a pas eu le temps de parler de... Je réagis uniquement sur les mesures fiscales. Je réagis sur l'informel. Supposons que l'État a adopté des mesures visant à intégrer ou réintégrer... Le statut d'auto-entrepreneur. Intégrer les acteurs dans l'informel, dans l'affaire. Ils vont tomber dans ce qu'on appelle le régime net simplifié, le RNS. Le RNS, aujourd'hui, il induit le contribuable en erreur, parce qu'il lui fait perdre beaucoup d'avantages en matière de déductibilité. Et donc l'État, il a un effort pédagogique vis-à-vis
des petits opérateurs, parce que généralement, ils ne vont pas avoir un bilan, ils ne vont pas avoir, c'est un régime net simplifié, mais les gens, ils ont une certaine répulsivité à l'égard de l'État. La problématique aujourd'hui, c'est de ressouder les relations entre l'administration fiscale et le contribuable. Il faut reconnaître qu'il y a une crise de confiance entre les deux. Quoi, les gens ont peur des impôts? Ah oui, les gens ont peur. Dans tous les pays du monde, les gens ont peur. Donnez-moi un pays où ils ont peur des impôts. Il n'y a rien d'inévitable, la mort et les impôts, oui. Non, moi ce que je voudrais juste rajouter par rapport à votre question de tout à l'heure, les propositions. On a parlé de la TVA, et j'ai parlé du crédit de TVA et le remboursement. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'on attend avec impatience la convergence vers 2 taux. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il y a 5 taux, donc ça veut dire qu'il faut converger vers 2 taux. Je me dis, c'est un casse-tête pour les comptables. Non, non, c'est pas le casse-tête, c'est pour les entreprises, les comptables, oui, je dirais, ils continueront d'avoir, vous savez, aujourd'hui, récupérer 7%, 10%, ça, c'est la même chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, nous, en tant qu'opérateurs, c'est que l'État soit courageux pour qu'il puisse converger vers 2 taux. Parce que c'est pas évident. Chaque année, on voit qu'il faut un pas en avant, 2 pas en arrière. Bon, cette année, apparemment, on a vu, il y a, à part, j'ai vu dans le projet, à part le transport ferroviaire qui est passé de 14 à 20%, mais ça, c'est tout simplement pour réduire, justement. Voilà un exemple même pour montrer que le fait de converger, d'aller vers un taux de 20%, vous allez réduire le butoir. Puisque l'ONCF, avec les investissements qu'il est en train de mener aujourd'hui, elle se retrouve avec un crédit TVA très important. Donc on va l'aider. C'est ce qu'on a fait l'année dernière avec les autoroutes du Maroc. Les autoroutes du Maroc avaient un crédit chronique en matière de TVA. Comme l'État ne peut pas rembourser, la seule manière, c'est de demander aux consommateurs de le rembourser. Puisqu'il suffit juste d'augmenter le taux de TVA, et ça va réduire le taux, en tout cas, sur le SMIC. La chose la plus importante, toujours en termes de neutralité, c'est en matière d'investissement. Aujourd'hui, comment voulez-vous demander aux opérateurs d'investir alors qu'il y a cette TVA qui les bloque? Il y a 20% de TVA qui les bloque. Je pense qu'il est important, tant que, nous, on a dit, tant que le principe de généralisation de TVA n'est pas consigné dans le Code général des impôts, parce qu'il n'est pas malheureusement aujourd'hui consigné, tant qu'il n'est pas consigné, il faudrait qu'on puisse investir en exonération de TVA. Alors, il n'y aura pas d'exonération de TVA cette année, mais il y aura un remboursement de TVA, c'est déjà un grand pas en avant. Après, on verra les modalités, on verra comment les choses, comme disait l'autre, le détail, le diable est dans le détail, donc il faut qu'on attende avec impatience, mais pour nous, c'est très important, cette réforme de la TVA, si on n'arrive pas à la faire aboutir, pendant les années, on fait de la croissance, parce qu'on a loupé déjà les années 2007, 2006, 2007, 2008, où le Maroc était en pleine croissance, et on n'a pas fait ces réformes. Et aujourd'hui, on est quand même dans une année, on a quand même 5% de croissance. Et je pense qu'on a une fiscalité des entreprises qui est apparemment anecdotique. Parce qu'au moment où on dit que vous pourriez bénéficier des exonérations si vous investissez, en même temps, on vous dit, si vous investissez en matière, je vais vous retaxer en matière de taxes professionnelles. Exact. Et donc, la taxe professionnelle aujourd'hui que payent les entreprises, il est établi sur la base de la valeur locative et des immobilisations. Et donc qui augmente c'est une hérésie. Tantôt on le dit, vous êtes exonéré de la main gauche et vous êtes retaxé dans la main droite. Et ça, c'est vraiment, on dit, est-ce que vraiment nous avons une fiscalité qui est cohérente et que l'État a la possibilité de gagner l'adhésion du citoyen? Parce qu'on ne peut pas dissocier la fiscalité des valeurs de la société. Il faut socialiser aussi bien les opérateurs que les citoyens, que la fiscalité, comme le dit la Constitution, c'est une contribution aux charges publiques. Notre pression fiscale, elle est grande. Non, elle est de 22 ou 23% du PIB. Elle est brute. Hein. Honnêtement, quand on regarde les autres pays, on est dans la moyenne des pays à économie similaire ou dans le bassin méditerranéen. Je dirais, on n'a pas une pression qui est très importante. La seule chose, il y a une concentration. Il y a de l'informel et du formel. Le gros problème, c'est qu'il y a une concentration, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2% qui payent 80%, l'impôt sur le revenu, 75% est payé par les salariés. Donc il y a une concentration. Donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est essayer d'élargir. Alors justement, d'élargir l'IS, la progressivité de l'impôt est toujours quelque chose qui est important pour élargir l'assiette aussi. Là, l'IS, aujourd'hui, une entreprise, en dessous de 300 000 dirhams de bénéfices, elle paye 10%. Donc imaginons 299 000 dirhams de bénéfices, ça fait 29 900 dirhams qu'elle paye en IS. Elle passe à 301 000 dirhams, elle passe à 30%. Donc 90 000 dirhams. D'où notre proposition de la progressivité qui a été retenue, en tout cas dans le projet, puisqu'aujourd'hui vous avez un IS à 10%.
jusqu'à 300 000. Si vous faites entre 300 000 et 1 million de dirhams, vous avez 20%. Et si vous avez entre 1 million et 5 millions, vous avez 30%. Et au-delà de 5 millions de dirhams, vous payez 31%. Donc là aussi, c'est un projet. Nous sommes pas, je dirais, d'accord à 100%. Nous allons revenir à la charge. Nous allons revenir à la charge parce que probablement que le gouvernement cherche à maintenir le rendement fiscal. C'est normal, puisque à partir du moment où il a introduit une tranche de 20% pour une population, donc il va essayer de le compenser, d'où l'idée de passer de 30 à 31%. Je suis très naïf, je dis encore, il y a beaucoup d'entreprises qui sous-déclarent. Est-ce qu'il y a un levier psychologique qui va faire que certaines entreprises qui se disaient je vais sous-déclarer pour rester en dessous de 300 000 vont se dire tiens, 20% c'est peut-être acceptable, je passe au-dessus de 300 000. C'est normal. Vous savez qu'en 86 l'IS il était à 45%. Oui. Aujourd'hui, on est à 10%. Et psychologiquement, il y a la soutenabilité de l'impôt. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. C'est qu'il y a le formel et l'informel. Il faut qu'aujourd'hui, nous sommes dans une limite où on a l'impression, on n'a pas aujourd'hui la certitude, que la fiscalité va obliger des gens de passer du formel vers l'informel. Il faut qu'on arrête cette hémorragie. Je crois que c'est ça la vigilance qu'on doit avoir. Oui. Comment on attire des gens on avait la solution, je pense qu'on réglerait tous les problèmes, mais comment on attire les gens dans l'informel vers le formel? On leur dit venez payer des impôts, mais il faut qu'en face il y ait quelque chose. Je pense que la fiscalité n'a pas pour rôle uniquement de renflouer de l'argent pour le trésor. Il a un rôle de redistribution et de créer l'équilibre social. Oui. Ça, c'est très important. C'est souverain, l'impôt. C'est souverain. L'impôt, l'impôt, c'est l'incarnation de l'État. C'est l'incarnation financière de l'État. Il faut que l'État se respecte pour que pousse les citoyens à se respecter lui-même. Vous avez parlé tout à l'heure de la pression fiscale. Ça, c'est une notion brute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dernier 30% l'écart. Il faut la lier au volume de dépenses que l'État injecte pour financer les besoins collectifs. Dans les pays scandinaves, le taux de pression fiscale atteint 50%. Mais vous avez la gratuité partout. Alors, ça ne veut rien dire d'avoir 20% de taux de bruit. Et là, on paye. Et donc, je considère que la pression fiscale, c'est une notion brute. Alors maintenant, comme on fait enseigner aux étudiants la notion de homo economicus, c'est-à-dire que le citoyen, en tant que contribuable, il cherche son équilibre. Son équilibre, c'est-à-dire, il dit, il sait si je déclare combien je devrais gagner, et si je ne déclare pas combien je devrais gagner. Et il essaie de faire son calcul théorique, même d'une manière implicite. L'État, il doit s'inscrire dans sa propre logique pour proposer des mesures qui poussent les gens à... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, est-ce qu'on pourrait se permettre d'avoir une fiscalité pragmatique? C'est-à-dire qu'en gros, aller... en se disant, voilà, vous avez parlé de soutenabilité, d'essayer d'évaluer les soutenabilités dans toutes les couches, que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers, se dire, tiens, voilà, mais au moins récupérer de l'argent là où c'est possible, même si c'est le statut d'auto-entrepreneur, c'est le cas. Bien sûr, c'est un excellent statut. Aujourd'hui, il faut juste le mettre en œuvre, puisque il a mis du temps pour être finalisé. Il manquait des décrets, il manquait un certain nombre. Voilà, ça sort. Aujourd'hui, ça sort. C'est très bien. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, il faudrait juste simplifier. Tout à l'heure, vous dites comment on peut attirer de l'informel. Tout simplement, d'abord, comme l'a rappelé à juste titre, il faut que le citoyen sache où son argent est dépensé. Je pense que c'est très important. Et donc, la deuxième chose, il faut qu'on puisse simplifier, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même dans un pays, on a quand même la HCP a donné un chiffre, je crois, d'analphabètes qui avoisine les 40 ou 50%. Donc il faut simplifier, il faut essayer de rendre cette fiscalité facile à comprendre, et surtout, il faut quand même qu'on commence à réfléchir sur des impôts qui sont en adéquation avec notre tissu économique. Notre tissu économique, c'est très important. Donc, je dirais, il faut qu'on commence à réfléchir à des impôts qui soient assis sur des montants qui sont facilement déterminables. Parce que plus vous allez compliquer l'assiette fiscale, plus vous allez donner la possibilité aux gens de frauder. Il faut dire les choses telles quelles. Donc, il faut qu'on essaie de simplifier l'assiette fiscale. Et nous, au niveau de nos propositions, nous avons justement demandé on a un des piliers au niveau de l'IS, si vous regardez, nous avons demandé la progressivité, nous avons demandé la clarification des dispositions fiscales,
et notamment l'alignement des dispositions, des règles fiscales avec les règles comptables. Aujourd'hui, nous avons des règles comptables qui sont différentes des règles fiscales. Donc, vous faites votre bilan selon un certain nombre de règles, puis après on vous dit non, au niveau fiscal, il faudrait retraiter, il y a un tableau de passage du résultat fiscal vers du résultat comptable vers le résultat fiscal. Donc, il faut connaître. Jamais fait comptable. Voilà. Donc, il faut, plus on va complexifier le système, plus ça donne la possibilité à certaines personnes de frauder. Donc pour nous, ça c'est très important. Et le troisième pilier de notre proposition en matière d'IS, c'est la fiscalité de groupe. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, qui prétend avoir une fiscalité moderne, et on est fiers d'avoir aujourd'hui un code général des impôts, parce que pendant très longtemps, on n'avait pas de code général des impôts. Aujourd'hui, on a un code général des impôts avec tout est consigné. Donc aujourd'hui, il faut qu'on continue cette modernité, parce que on a à un moment donné, on a arrêté le modernisme fiscal. On a commencé à réfléchir, je ne sais pas par quel raisonnement, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue notre modernisme. D'où la fiscalité de groupe, pour permettre à des groupes aujourd'hui de pouvoir réaliser des opérations. Parce que quand vous avez un groupe de plusieurs sociétés et qu'on passe des actifs d'une société à une autre, c'est quoi? C'est des opérations virtuelles. C'est pas, je dirais, je suis propriétaire. Comment? C'est un jeu d'écriture, mais aujourd'hui, fiscalement, vous devez passer à la caisse. Donc, d'où l'idée, pour nous, on a demandé à ce qu'on puisse intégrer la fiscalité de groupe. J'espère qu'on sera entendu. Alors, j'ai une question sur Twitter. Encore la classe moyenne qui est sacrifiée dans ce projet de loi de finances 2016. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, si le gouvernement décide d'abord de soutenir la consommation, de soutenir l'investissement public et tout, c'est un peu aller vite en besoin de dire qu'on a sacrifié la classe moyenne. Au contraire, moi je pense que, si vous permettez, je pense qu'au contraire, vous savez qu'il y a eu la suppression de la contribution sociale de solidarité qui est quand même impacté d'une manière significative les revenus d'une certaine catégorie sociale. Et donc cette année, au 1er janvier, elle sera supprimée. Donc je pense que là, la classe moyenne, probablement qu'elle va en bénéficier. Plus d'autres mesures. On attend de rentrer dans le détail. D'accord. D'abord, quand parlons en chiffres, c'est la finance. Hein. Donc, quand on parle de la classe moyenne, nous sommes par exemple dans la TVA, l'IR, parce que la TVA elle est payée par le consommateur, et l'IR. Nous avons, par exemple, 19,8% de la contribution, de la part de l'impôt sur les revenus dans la cagnotte des ressources fiscales. Mais qui paye l'impôt sur les revenus? Plus que 80%, ce sont les salariés. À travers l'entreprise. À travers son employeur, que ce soit la fonction publique ou que ce soit les entreprises. C'est-à-dire que l'État, il bénéficie de sa contribution avant qu'il voit son salaire. Et donc, ça, on a tout recopié de la France, sauf ceci. Et donc, il ne fait pas... La France est en train de revenir pour revenir à la source. Hein. Je pense... En matière d'impôt cette question de la classe moyenne, elle est extrêmement importante parce que c'est le moteur de la société. Il faut l'appréhender aussi bien au niveau des prélèvements fiscaux, et on n'a pas uniquement les prélèvements fiscaux. Il y a des prélèvements obligatoires qui sont compatibles à une fiscalité. Par exemple, les taxes parafiscales. Et je pense, les taxes parafiscales. Il faut finir que les taxes parafiscales soient toujours émises par décret. C'est pas normal, la Constitution, elle est claire aujourd'hui. Il faut les émettre. Il faut annuler la disposition Il faut supprimer les taxes parafiscales. C'est même pas qu'il faut les supprimer. Alors, ce qui est marrant sur cette notion de taxe parafiscale, quand vous lisez, ça fait 2 années qu'on lit la lettre de cadrage du chef de gouvernement. Dans sa lettre de cadrage, il insiste sur la suppression des taxes parafiscales. Et chaque année, il nous sort du chapeau une taxe parafiscale. On nous sort d'une taxe. Cette année, nous avons dans le projet de loi de finances l'écotaxe, qui est une taxe parafiscale, qui a été votée en 2013, qui a été repoussée pour son... Mais qui a été baissée, mais ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas réfléchi à quelque chose. Quand vous avez une taxe parafiscale ou quelle qu'elle soit, qui a été votée, dont l'application a été repoussée d'une année, donc déjà on se pose des questions, dont le taux a été revu à la baisse la première fois, il a été revu à la baisse la deuxième fois. C'est pas sérieux. Alors, je pense que là, il nous reste quelques secondes. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de la loi sur les délais de paiement, mais ça aussi, c'est quelque chose. Oui, mais il y a d'autres choses. Moi, j'aurais bien voulu parler d'autres propositions de la CGM en matière, par exemple, d'impôt sur les sociétés, parce qu'on a des aberrations aujourd'hui. L'imposition des plus-values à long terme. Quand vous voulez changer votre outil de production, la plus-value que vous réalisez, on vous la taxe à 30%. Et donc, dès qu'on parle des impôts, ça commence à parler. Alors d'ailleurs, on va faire une émission juste sur les impôts. On en a plusieurs. Moi, j'étais venu pour parler de ça. Moi, j'étais venu pour parler de ça. On en a parlé en grande partie. Ça, Aboubacar, ça sera le dernier mot, vraiment, parce qu'on doit rendre l'antenne dans quelques instants. Moi, je pense que
le projet de loi de finances qui sera déposé plus dans sa globalité, je pense que cette année, il y aura débat. Tant dans les propositions fiscales, tant dans ce que le gouvernement a mis. Surtout, j'aimerais rappeler le contexte particulier de cette année. C'est une année électorale. 2016 sera une année électorale. Il y a la mise en œuvre de la régionalisation. Et il y a beaucoup de social. Il y a beaucoup de fonds à chercher, il y a beaucoup d'argent à dépenser. Justement, parlant de la fiscalité, il va falloir que l'État cherche cet argent. Eh bien, ça sera le dernier mot. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je pense qu'on a mieux compris. Merci pour vos efforts de vulgarisation. J'espère que vous avez mieux compris les impôts, il faut aller les payer. Excellente soirée sur Médien TV. La rediff à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellente soirée, à demain.